Bonjour à toutes et à tous. Donc merci d'être là ce matin pour, écouter, 3 beaux projets qui vont être présentés. On va commencer, cette présentation avec, Laetitia Pézard qui est, professeure documentaliste au lycée agriviticole de Riscle, qui nous présentera donc ce projet sans son acolyte, Manon Bonnet de la médiathèque de Riscle qui n'a pas pu être là ce matin. Mais, Laetitia va tout nous dire. Bonjour Laetitia. Est-ce que tu pourrais, nous dire un petit peu comment a démarré votre, collaboration avec la médiathèque de Riscle? Alors, tout simplement parce que moi, je suis donc professeur documentaliste au lycée agricole de Riscle et j'ai été mutée dans cet établissement en 2011, en septembre 2011. Et dans le cadre de mes fonctions, nous avons 4 axes dans notre métier de prof documentaliste et on a un axe qui est développement culturel du territoire. Donc évidemment que mon premier partenaire privilégié, c'était me tourner vers la médiathèque municipale du village, de la ville où je venais d'être mutée. Ça a commencé tout simplement comme ça. J'ai passé la porte de la médiathèque et ensuite, voilà, je vais vous raconter la suite. Comment s'est construit un petit peu cette, collection partagée? Alors, ça s'est construit au fil de l'eau puisque je vais vous parler d'un projet qui a donc commencé en 2011. Voilà, et qui a pris de l'ampleur au fil du temps avec ça nous a fait du bien avec Manon de profiter de cette opportunité de revoir un peu tout ce qu'on avait pu faire jusque-là. Donc, il y a eu des avancées, des retours en arrière. Et puis, on est passé, donc, je vais vous parler d'un fonds partagé sur la vigne et le vin. Et on va voir jusqu'à où on est arrivé aujourd'hui. On a encore d'autres projets en cours. Donc, je vais vous présenter un projet qu'on appelle communément Vigne et Vin et qu'on vous a présenté comme La vigne et si on vous racontait, puisque c'est la thématique de notre exposition, c'est le thème. Donc, c'est un, un partage de fonds partagés entre deux structures qui habituellement ne travaillent pas forcément ensemble. Un lycée agriviticole qui est donc géré par le ministère de l'Agriculture et une médiathèque municipale. Alors, pour vous remettre le contexte, moi, c'est un tout petit lycée rural. On est placé dans une ville qui fait 1800 habitants. Dans une partie du Gers, c'est un petit peu excentré. Et notre lycée comporte environ 140 élèves avec des internes, majoritairement, on a 70% d'internes, donc des élèves captifs sur la semaine. Alors, pour vous faire un petit récapitulatif de où sommes-nous dans le Gers. Donc, on a un territoire rural avec une densité de population faible, hein, on n'est qu'à 30 habitants au kilomètre carré. Et c'est un territoire qui est vraiment tourné vers la viticulture. C'est son cœur de métier. On est entouré de vignes et de coteaux avec des appellations du type Madiran, Saint-Mond, Pacherin de Vic-Bilh et aussi tout ce qui est Armagnac, c'est l'appellation Armagnac. Donc, ce qui a un peu commencé le projet, c'est que quand je suis arrivée en 2011, c'était en même temps, il y a eu une parcelle viticole qui est située à Saragachi, qui a été placée monument historique. Et c'était une des premières parcelles végétales qui obtenait le label monument historique. Donc, on s'est dit, il faut profiter de cette opportunité, de ce patrimoine qui arrive pour en faire quelque chose. Et il faut qu'on dise que notre territoire, il est lié à la viticulture. Donc, on avait envie chacune de notre côté de montrer nos identités et également d'augmenter la fréquentation dans nos établissements respectifs. Donc, vous voyez, un projet qui dure pendant 14 ans, avec d'abord une collection partagée que l'on a inaugurée. Ensuite, on en a fait une exposition, puis on en a fait un escape game. Donc, c'est ce que je vais développer avec vous actuellement. Alors, donc, cette collection commune, ce fonds partagé, il est formé de 4 parties. Moi, au lycée agricole de Riscle, je m'occupe du fonds professionnel. J'ai tout ce qui a un rapport avec la technique, puisque mon lycée propose un bac pro et un BTS en lien avec la viticulture et l'œnologie. Donc, ça comprend environ 450 documents,
qui sont voilà, de plusieurs formes. On n'a pas que des livres, hein, on a aussi des jeux, on a aussi des DVD, on a des livres audio. Et j'ai aussi un fonds de revues professionnelles et nous sommes centre d'archivage. Il y a un partenariat avec le centre d'archives du Gers. Donc, je ne jette pas les revues. Donc, j'ai de l'archivage depuis 2006, depuis l'existence du lycée dans les locaux actuels. Et Manon Bonnet, à la médiathèque, elle s'occupe de tout le fonds de vulgarisation on dirait fonds grand public, composé également de livres de jeux d'audiovisuel, qui a été monté grâce à un financement de la DRAC à hauteur de 4 500 € et un financement très important de la commune de Riscle du même montant. On peut dire aujourd'hui que ça représente 10% de son fonds propre si on inclut le fonds documentaire qui est positionné dans le lycée de Riscle. Donc, à cela, on a ajouté un fonds d'archives qui nous a été donné par des personnalités du monde viticole local. Donc ça, c'est une personne qui a fait don de ses archives, beaucoup de photographies, beaucoup de documents techniques également. Et tout ça est disponible en ligne sur nos 2 catalogues qui sont interconnectés. Le catalogue, donc nous, dans les lycées agricoles, on utilise le logiciel ICIDOC et également sur le logiciel de la médiathèque du Gers. Alors, comment ça fonctionne? D'abord, la problématique, ça a été qu'il nous fallait des cotes communes sur nos 2 fonds. Il se trouve que moi, je travaille en CDU et pas en DIWE. Donc, d'abord, il a fallu qu'on élabore à partir de la DIWE quelque chose qui soit harmonieux et qui soit pas trop compliqué. Donc, comme vous voyez sur la diapositive, voilà, on a construit, par exemple, sur la petite problématique de la vigne et du vin, vous avez vigne et vin et histoire, vigne et vin et médecine, vigne et vin et accord mets et vin. Tout ça existe dans le CDI et à la médiathèque. Pour un souci de visibilité, on a créé des logos thématiques que l'on colle au-dessus de la cote des livres, sur la tranche, et également sur l'étagère. Une fois qu'on a eu fait ça, on s'est aperçu qu'on avait 2 systèmes numériques différents et que du coup, on ne pouvait pas prêter nos ouvrages dans les 2 structures. Donc, la solution qu'on a trouvée, qui est peut-être pas la meilleure, mais en tout cas, on a trouvé le plus simple pour nous de l'organiser, c'est un double catalogage. C'est-à-dire que si le livre a été acheté par la structure de risque du LPA, il a la cote sur le dessus, il a la cote du LPA et en première page, il a la cote de la médiathèque et inversement s'il a été acheté par la médiathèque. Et ensuite, tous ces documents sont intégrés dans nos catalogues. Donc, comme vous pouvez voir là avec l'exemple sur le livre sur la carte des vins, par exemple, c'est ma base de données, le CDI de Riscle, mais on voit en dessous que ce livre sera disponible à la médiathèque. Donc, une fois qu'on a eu construit cette collection, elle existait, elle était dans nos murs, mais elle n'était pas connue. Donc, on a commencé à en informer le grand public, en informer le territoire, on va dire, en s'invitant à des animations qui avaient lieu sur le territoire. Donc, nous, chaque année, on a un festival qui s'appelle le Festival de Saint-Mond, par exemple. Et donc, chaque année, nous avons, pendant plusieurs années, embarqué tout le fonds documentaire sous un grand chapiteau et on a construit de la médiation, on a construit des animations pour pouvoir accueillir du public sur ces animations. Donc, on a fait ça pendant 4 ou 5 ans, à vraiment délocaliser le fonds en entier, les meubles, les étagères, les documents et à essayer de trouver des animations pour pouvoir le faire vivre sur des animations ponctuelles. Ensuite, on s'est dit, c'est bien de s'inviter sur des animations qui existent, mais ça serait bien que nous, on fabrique un véritable événement. Donc, on a décidé d'inaugurer notre collection avec un événement qu'on a appelé Vitidoc.
culture à consommer sans modération. Donc, on a fait ça dans la grande halle de la ville, qui est située juste en face de la médiathèque de Riscle. Et là, on a cherché des partenaires pour nous accompagner sur toute cette journée. Donc, c'est un événement qui a eu lieu un samedi sur toute une journée. Et voilà, une sorte de grosse journée de fête où on a pu proposer des conférences sur le vin. On a fait des lectures à voix haute sur des documents qu'on possédait dans le fond. On a proposé des dégustations accords mets et vins entre les partenaires du lycée, mais aussi des viticulteurs du territoire. Et on a fait des visites puisque l'idée, c'était que l'événement se passait dans la halle, mais il y avait moyen d'aller voir le chai du lycée et également cette fameuse vigne préphyloxérique de Saragashi, qui est monument historique. On a fini tout ça par un repas et évidemment, ben nous, ça nous a généré un gros travail de communication. Il a fallu inventer des logos, il a fallu créer des flyers et évidemment des animations pendant l'événement. Donc, par exemple, on a construit des petits carnets de dégustation qui ont servi ensuite pendant plusieurs années c'était utilisable par les personnes quand ils partaient faire de la dégustation dans un salon des vins, par exemple. Donc ça a été fait avec les écoles. Donc, il y a eu beaucoup de collaborateurs et de partenaires pour monter cet événement. Ensuite, une fois que l'événement a été terminé, on s'est dit oui, mais voilà, l'événement a eu lieu, c'était chouette, on a eu du monde, mais ça s'arrête là. On n'a pas plus de visibilité que ça. Il se trouve que cet événement a fait qu'on a eu un autre partenaire qui est venu se joindre à nous, la Maison des Vins de Saint-Mons. C'est un syndicat viticole. Et on s'est aperçu qu'on avait tous un peu les mêmes objectifs, ou en tout cas des objectifs qui pouvaient se fondre en un seul. Donc moi, le lycée agricole de Riscle, il faut savoir qu'on forme des jeunes au métier de la vigne et du vin, mais ce n'est pas une formation qui intéresse les adolescents. À 15 ans, on a rarement envie de se dire « Oh chouette, je vais faire viticulteur ». La Maison des Vins de Saint-Mons a exactement la même problématique. Ils ont du mal à faire reprendre leurs exploitations. Nous sommes on a beaucoup d'exploitants agricoles qui vont partir à la retraite d'ici 5 ans. Donc, il faut faire un renouvellement de génération et on a peu de gens intéressés pour reprendre. Et puis, la médiathèque municipale, évidemment, elle a envie d'être visible, elle a envie d'être ancrée sur son territoire et elle veut favoriser les découvertes culturelles. Donc, tous ces objectifs qui pouvaient paraître différents, on s'est dit, en fait, notre objectif commun, c'est de transmettre une identité culturelle et donc, on peut travailler ensemble. On a la possibilité de travailler ensemble. Ça nous a donné un nouveau souffle à notre projet de fonds partagés et on s'est dit, pour faire vivre notre fonds, on va créer une exposition qu'on pourra faire naviguer sur tout le territoire. Donc, on a profité de l'opportunité. Le département du Gers ouvrait un budget participatif gersois. C'était sa première mouture. Donc, le principe, c'est, voilà, on propose des particuliers ou des collectivités proposent des projets et les gens votent. Et si votre projet est accepté, vous avez une dotation. Donc, c'est ce qui nous est arrivé. Le public a voté pour notre projet. On est arrivé premier. Donc, c'était la vigne patrimoine culturel et si on en parlait. Et on a obtenu 10 000 € pour pouvoir fabriquer l'exposition. Donc, notre objectif, c'était vraiment de toucher des scolaires. Notre public, c'est les collégiens début de lycée, donc les 4e, 3e, secondes. On voulait être compréhensible de tout le monde, donc une exposition qui soit facile parce que on connaît la difficulté parfois de certains publics à ne pas être proche de la lecture, à ne pas être très intéressé par l'écrit. On voulait être exhaustif sur la profession, sur les problématiques de la viticulture dans notre coin. Et quelque chose qui soit un peu clé en main, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement une expo, il y a aussi des jeux, il y a aussi des animations. On a tout un livret en fait qui a été construit pour pouvoir proposer des animations avec l'exposition. Donc, cette exposition, elle a été construite. Ah, j'ai été un peu vite. Elle a été construite et elle a navigué
sur le territoire, dans les médiathèques, chez les viticulteurs, dans les offices de tourisme, à l'occasion de salons divers et variés, des festivals. Et puis, bah, c'est pareil, on a dit oui. Est-ce que ça suffit? Est-ce qu'il faudrait pas aller plus loin que ce projet d'exposition? Justement parce que bah, parfois on a des publics qui sont pas forcément qui vont avoir besoin d'une médiation entre une exposition et leur intérêt pour cette exposition. Et on s'est dit, bah, ce qui marcherait vraiment bien, ça serait de faire jouer les gens. Donc, on s'est dit, on va créer un escape game. Alors, on ne s'attendait pas à ce que ce soit si compliqué de créer un escape game. C'était un gros travail. Toujours pareil, notre public collégien, début de lycée. Et l'idée, c'était de construire une journée qui était proposée aux établissements scolaires, accueillir des élèves sur un jeu qui les occupait pendant toute une journée. Donc, la thématique est toujours la viticulture, le vin, en lien avec le territoire. Comme vous voyez sur la diapo, donc l'histoire, nous sommes en 1942. Nous savons qu'Hitler adore le vin, en particulier le vin rouge. Il veut trouver le secret de la vigne préphyloxérique, de cette fameuse vigne qui est là à Saragashi. Et donc, nous allons aider un résistant à cacher les informations en lien avec cette vigne. Donc, les collégiens étaient accueillis sur la journée. D'abord, 1 heure d'escape game à la médiathèque sur un escape game en 4 parties. Vous pouvez faire jouer une classe entière, 30 élèves à peu près. Ensuite, une fois que les codes étaient trouvés, une fois qu'ils avaient compris, ils cumulaient leurs informations. Et avec ça, ils partaient au chai du lycée pour trouver d'autres énigmes. Et ces énigmes les amenaient à la vigne préphyloxérique de Saragashi. Donc, on a touché 200 élèves sur des temps de jeu d'une journée. Et donc, à chaque fois, Manon Bonnet s'occupait de l'escape game sur la médiathèque. Je m'occupais de l'escape game sur le lycée. Et Eric, s'occupait de tout ce qui était Saragashi, de tout ce qui avait lieu sur la vigne préphyloxérique. Le problème, c'est que c'est extrêmement chronophage et surtout, nos structures, chacun de nos structures ont commencé à dire: «Oui, mais pendant que vous êtes en train de faire jouer les élèves, vous n'êtes pas» moi, par exemple, le CDI était fermé et donc ça a commencé un peu à poser problème dans nos structures, respectives. Donc on a transformé cet escape game et on s'est dit: «Ben, on va en faire un escape game pérenne sur le lieu de la médiathèque». Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est le premier étage de la médiathèque de Riscle. Et on a transformé cet escape game qui était disponible pour 30 élèves sur 4 parties en une seule partie pour 1 heure de jeu pour environ 8 à 10 personnes. Donc là, maintenant, cette offre d'escape game, elle est inclue dans l'offre du territoire, c'est-à-dire qu'elle est connue de l'Office du tourisme, elle fait partie des possibilités touristiques de Riscle. Et on a continué à en faire quelque chose de gratuit pour les scolaires, mais elle est maintenant payante pour les personnes extérieures à la médiathèque. Ça passe par l'offre touristique de l'Office du tourisme. Donc ça fonctionne très bien. Et c'est beaucoup plus facile à gérer puisque, voilà, c'est sur place, on ouvre la salle est à disposition, reste une médiathèque ouverte avec des ressources et on la transforme en escape game, quand le besoin s'en fait sentir, quand on a une réservation par une classe ou par des gens qui veulent venir. Heu, Évidemment, tout ce partenariat nous a donné envie de continuer à travailler ensemble et maintenant, on s'est dit: «Pourquoi ne pas, continuer à faire des choses?» puisque le partenariat fonctionne très, très bien. Et donc là, nous nous sommes, positionnés, à la Villette, pour monter une microfolie, sur, le territoire de Riscle. Donc une microfolie, c'est un espace numérique qui propose, un accès à la culture sur, des territoires où normalement, ce type d'accès n'est pas possible.
Donc, c'est composé d'un élément avec des tablettes et un écran, du casque de réalité virtuelle pour pouvoir s'immerger dans les tableaux, mais aussi dans les activités, puisque c'est à la fois culture artistique et sciences. Et on va continuer notre partenariat à deux têtes, puisque les microfolies sont aussi composées de Fab Lab, c'est-à-dire fabriquer à l'aide d'outils numériques des objets, des choses. Et ça sera dans le lycée. Donc, de nouveau, 2 espaces, 2 entités. Et évidemment, on veut que notre fonds partagé Vigne-et-Vient soit visible via cette microfolie. Et évidemment qu'on aura la possibilité de entrer dans des œuvres artistiques en lien avec la vigne et le vin, voir des viticulteurs travailler. Voilà, c'est l'idée d'utiliser le numérique sur notre fonds Vigne-et-Vin qui nous tient à cœur. Voilà à peu près l'idée. Sur la première intervention, il y avait une question de Sylvie Dupuis sur promotion de la vigne et du vin auprès d'un public mineur, légalité et déontologie, point d'interrogation. Alors, ça a été effectivement quelque chose qui nous a posé question, hein, puisque la loi E20, elle est très stricte voilà, par rapport à tout ce qu'on peut dire sur le vin, sur l'espace public. Après, nous, on est un lycée agri-viticole et on forme des élèves qui ont 15 ans hein, quand ils arrivent en seconde. Donc, on leur parle de vin, on leur parle pas de consommer du vin. C'est pas la même chose. On peut considérer le vin comme un produit culturel et ne pas forcément faire l'apologie de sa consommation, voilà. Donc on n'a pas enfin bon, quand on a créé l'exposition, on s'est beaucoup posé de questions par rapport à ça et voilà, la loi est assez claire. À partir du moment où on ne fait pas, on ne dit pas de consommer, on expose on expose ça comme un produit, qui émane d'une production agricole, de l'élevage de la vigne. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Donc ça pose pas de souci en soi, il se trouve que c'est le vin ici sur, Riscle, mais si ça avait été, je sais pas, les bovins, on aurait fait, autrement, mais voilà. Ici, c'est le vin. Merci Laetitia, c'était très complet et puis ça montre bien qu'effectivement ce fonds a amené, beaucoup d'idées et notamment sur la médiation. On va passer au deuxième projet, donc qui est Mangagers. Donc avec Jean-François Thomas qui est, bibliothécaire à la médiathèque départementale et Nathalie Roy qui est bibliothécaire à L'Isle-Jourdain. Jeff, est-ce que tu peux nous donner le point de départ du projet? Alors bonjour à toutes et tous. À l'état civil, c'est Thomas Jean-François, mais comme vous l'avez compris, dans la profession, c'est très souvent Jeff. L'idée, c'est quand j'arrive à la médiathèque départementale en 2006, je prends le fond des bandes dessinées en 2018 et on a beaucoup de demandes de lecteurs pour des mangas. Et très vite, je comprends que la médiathèque départementale va jamais pouvoir réussir à fournir tout le monde. J'ai la chance d'assister à une présentation du fonds Vigne et Vin par Laetitia et Manon en 2015 et je me dis chouette, des filles qui échangent des collections, on va les solliciter pour partir dans une aventure de collection partagée de manga jeunesse. Donc en 2016, nous avons 2 réunions préparatoires avec le lycée agriviticole de Risque, dont Laetitia que vous venez de voir. Donc Mangagers, c'est quoi? C'est une collection partagée de mangas qui a été initiée effectivement par le lycée agriviticole de Risque, 2 lycées agricoles à Pavie, Beaulieu et Lavacan, et le collège de Riscle, plus la médiathèque de Riscle, la médiathèque de Pavie et la médiathèque départementale. L'idée, effectivement, c'était, sans coût supplémentaire, de se prêter des collections qu'on mettait en commun dans cette collection partagée. Au début, nous partons en 2017 après les réunions préparatoires. Nous sommes 7 structures. Nous avons 99 séries différentes et complètes à nous partager. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir rapidement en 2025, nous sommes 56 structures, CDI de collège, CDI de lycée, médiathèque de commune et médiathèque départementale du Gers. Voilà, ça c'est le bilan complet actuellement en 2020. Donc là, vous avez l'évolution entre 2017 et 2025.
Le chiffre là de 725, il est déjà plus à jour parce que depuis un trimestre, nous sommes arrivés à 749 séries différentes et complètes. Et avec des doublons, nous pouvons nous prêter 1291 séries sur le département entre les 56 structures qui sont dans Mangagers. L'AMD 32 partage ces séries avec tous les points lecture et les médiathèques, même celles qui ne sont pas dans Mangagers. La particularité de Mangagers, c'est que si vous êtes dans le projet, vous avez droit d'avoir les séries des communes, des médiathèques de communes et des CDI de collèges et lycées que nous complétons à chaque fois. Nous nous engageons à les cataloguer, à les suivre jusqu'au dernier numéro. Très rapidement, les CDI de collège et de lycée prennent de 0 à 15 des séries complètes. Les médiathèques de communes font de 15 à 30 et la médiathèque départementale suit les séries comme Naruto, One Piece, Détective Conan, en plus de séries courtes. Mais nous, à la MD32, effectivement, on est actuellement au 108e One Piece, quoi, le 103e Détective Conan, et on fournit les séries complètes dans les lieux. Si vous souhaitez effectivement comprendre comment ça peut fonctionner, c'est pour tous les publics, les professionnels d'établissements signataires, et on a été obligé à un moment, grâce au confinement, on a eu un peu de temps libre parce que nos autres missions étaient arrêtées. Manon de la médiathèque de Rix s'est dit, ben, si on faisait un site internet, donc, elle est partie toute seule, elle m'a sollicité et on avait choisi de créer un site internet libre. On s'est fait rattraper par la patrouille du service informatique, normal, et 2 ans après, ils nous ont créé un site, officiel. Vous avez toutes les collections, les premières séries qu'on pourra réexpliquer éventuellement en revenant sur le le déroulé, qui sont gérées à la MD32, les troisièmes séries qui sont gérées, et Nathalie vous expliquera ça, à l'île Jourdain, et les deuxièmes séries qui sont prépositionnées à Riscle. Là, vous cherchez une série et vous arrivez directement sur la série. Vous avez un rapide descriptif de la série, elle est finie en 2 tomes, elle est conseillée pour quel âge, et là, tous les lieux où elle est disponible. Et quand vous cliquez, je ne vous le montre pas parce que ça va vous prendre du temps, mais quand vous cliquez ici, vous arrivez dans le collège de Pasteur sur son catalogue. Quand vous cliquez ici, vous êtes à la médiathèque de là, j'ai pas de médiathèque ici, donc à la MD32, mais sinon vous avez des collections dans les médiathèques aussi qui peuvent apparaître, et vous tombez sur le catalogue collectif, sous Orphée, auquel vous pouvez aussi réserver par le portail, Médiagers. La partie qui est très importante, où va intervenir Nathalie, c'est dans la partie contact. Ça, c'est nous, hein, l'équipe, les 56. Donc, quand on cherche à contacter quelqu'un qui n'est pas réservable par le portail, on téléphone ou on lui écrit et on peut réserver dans les collèges et lycées, parce que pour l'instant, on n'a pas réussi encore à uniformiser la réservation dans tous les collèges et lycées. Et on utilise cet outil pour nous compléter notre sécurité quand on prête nos collections. Ça, c'est la double sécurité pour le prêt informatique Orphée. Mais hier, par exemple, quand je reprendrai la caméra, vous verrez ce qui est derrière moi, c'est le retour de navette. Donc, oui, pour CryptPad, oui, c'est effectivement un outil bien utile parce que jusqu'à présent, enfin, avant qu'on mette ça en place, c'était pour ma part, je mettais ça sur un carnet, donc c'était une source d'erreur. Donc, c'est vrai que ça permet de suivre exactement les séries, que ce soit parce que moi, j'ai la particularité, donc à l'île Jourdain, j'ai nos séries, voilà, propres, et j'ai la gestion des troisièmes séries de la médiathèque départementale du Gers. Voilà, donc ça me permet de voir qu'est-ce qui est sorti pour les troisièmes sorties et nos séries. Et déjà de réceptionner les mails, de les classer, d'anticiper avec mon calendrier en utilisant CryptPad, voilà, de savoir telle série, il faut que je les prépare pour au moment de la navette, pour que je sois prête. Voilà, donc c'est CryptPad, oui, c'est un outil vraiment très utile et ça soulage quand même par rapport au papier, stylo et d'éviter les sources d'erreur. Et encore, moi, je me rajoute même un petit tableau Excel, mais ça, c'est pour moi. Et est-ce que tu peux nous expliquer justement par rapport à CryptPad, en fait, ce que tu fais quand une série
quand toi tu prêtes une série de la médiathèque départementale et que tu dois la préparer pour la prochaine navette pour qu'elle puisse partir dans un autre lycée ou une autre médiathèque? Concrètement par rapport à CRIPAD? Bah, concrètement, c'est déjà physiquement d'aller chercher la série et puis après de la passer sur Orphée et après d'aller ça en fait, c'est la dernière partie, voilà, que j'utilise. Voilà, pour conclure tout le processus avant, CRIPAD, en fait, c'est le point final où je sais que, voilà, que j'ai préparé ma sortie, les mangas, voilà, les séries, elles sont prêtes. Je mets tout en place où je m'ai prêté. Voilà, ça, je suis sûre que c'est comme ça, je sais où j'en suis, que c'est fini. Et après, quand j'ai le retour, je sais qu'elles sont en transit, qu'il faudra que je les prépare pour remettre dans le fond après. Là, pour exemple, la navette d'hier qui était à l'ouest du département est rentrée d'un collège de Marcillac, cette série telle que tu es, que je vais basculer en transit, moi, puisqu'elle est dans mon bureau actuellement. J'enlève le lieu puisque tous les documents sont là et je la mets en transit. Et Nathalie, quand la série Après, va lui être livrée à l'est, va faire la suite. voilà. Donc après, je sais ce qu'il faut que je fasse après. Voilà, que ces séries étant en transit, que je rebascule dans la zone disponible. Voilà. Au moins, c'est étape par étape. Je sais après où j'en suis. Parce que c'est pas compliqué, mais il y a plusieurs étapes à suivre pour que ça fonctionne, ce processus fonctionne bien. Voilà. Et pour l'instant, on n'a obligé personne à le prendre obligatoirement, hein. Mais on le conseille fortement parce que même chose ici, Pavie, si c'est toujours la même chose que vous voyez, est rentré pareil du même collège parce que c'est un collège qui emprunte beaucoup. Ils ont très vite compris qu'ils pouvaient bénéficier de beaucoup de séries en mettant qu'une ou deux dans le pot commun. Et là, pardon, c'est moi qui change mal la couleur. Ça sera livré à Pavie très prochainement. Et si la bibliothécaire de Pavie s'inquiète de savoir si sa collection est quelque part en dehors de la trace informatique qui va lui dire qu'elle est prêtée toujours à Marcillac, en venant regarder ce double contrôle, elle sait qu'en fait, non, elle est déjà en transit pour rentrer vers chez elle. Et ensuite, quel est le moyen pour transporter toutes ces collections? Alors, toujours dans la partie outils, où on a le calendrier de la navette, des fiches de transport où on met 2 parts pour, donc là on met le lieu de départ, par la navette Manga Gers de telle date. La première quinzaine, la navette circule à l'est du département et la deuxième quinzaine du mois, elle circule à l'ouest. Donc on peut noter les dates. Nous avons ici un mode d'emploi avec tout. Ben là, ça c'est Manon qui a fait ce boulot-là. Elle explique carrément comment on fait. On accède au calendrier, on fait sa réservation. Et derrière moi, ce que vous ne voyez pas actuellement, mais il y a ces jolies petites caisses qui sont rentrées. Et dessus, là, on met à l'intérieur la série, la convention qu'on peut éditer à partir des outils. Et on valide, on signe, on remet à disposition du public. Et voilà, ça c'est la fiche de transport qui est sur la caisse. Ça c'est la version, comment circulent les collections de mangas dans des caisses pour ne pas les perdre. En plus, dans cette partie outils, pour des nouveaux documentalistes qui arriveraient dans un CDI, ici il y a leur mode d'emploi pour cataloguer les séries. Normalement, pour le catalogage, on a choisi quelque chose de très simple. Est-ce que là, vous voyez Orphée? Oui. Parfait. Donc, catalogage d'une série à la MD32. On utilise la zone 200A et on met entre crochets carrés série et MD32 derrière. On a créé de façon fictive en éditeur Mangagers qui permet de rechercher tout de suite rapidement. On met en zone 300 si c'est une série finie en X tomes ou si c'est une série en cours avec 3 points de suspension et entre parenthèses le nombre de volumes qu'on a sur l'établissement et on a gardé la 461. Et pareil, là vous arrivez sur une série qui est cataloguée à Mirande, même chose. Tout le monde a normé le catalogage de façon très très simple, ce qui permet de prêter de la même façon quasiment les séries. Actuellement, notre seul petit souci, c'est de temps en temps des douchettes récalcitrantes à la lecture de tous les différents codes barres qui peuvent exister.
Merci Jeff. Est-ce que, parce que bon, il y a tout ce côté extrêmement, pratique avec tous ces outils, mais il y a aussi un prolongement pour ces Alors, fonds une fois par an? chaque année, nous nous réunissons, le maximum de personnes qui font partie de Mangagers pour une journée d'étape pour améliorer le service, voir ce qu'on peut normer plus facilement, régler des soucis informatiques parce que c'est souvent ça notre petit problème, c'est, Mmh. entre les catalogues, mais on a presque résolu tout et voir la circulation ou les bonnes idées, savoir, ce qu'on peut inventer pour la suite. Nous avons la chance d'avoir des librairies indépendantes dans le Gers qui viennent nous proposer des sélections de mangas pour nos futures acquisitions concertées. Nous travaillons avec Effet de Page à l'île Jourdain, la Chouette Kili à Marcillac et Le Migou, une librairie spécialisée en BD à Auch, qui viennent nous présenter des mangas. Et je vais relaisser la parole à Nathalie parce que derrière, sur leur secteur, des documentalistes, des bibliothécaires font des réunions pour… Eh ben oui, donc après cette journée, moi, j'organise, donc, comme tu disais, avec les bibliothécaires et les professeurs documentalistes, donc de la partie est du Gers, une réunion justement pour faire le choix de nos futurs achats. Bon, déjà, d'une, pour éviter les doublons. Deux, eh ben, pour aussi se répartir ces séries suivant notre budget, parce que rien que déjà, il y a des différences de budget entre les bibliothèques de Pujaudran, Andouchiel, Ségoufiel, Saint-Martin et Lombez, et je ne parle pas aussi des documentalistes. Voilà, déjà ça. Il faut que ce soit aussi attractif pour nos usagers et les usagers des autres structures, et aussi respecter la pluralité, parce que moi, ce que je vais acheter, moi, c'est on va dire de 7 à 70 ans, et les lycées et collèges, ils achètent par rapport à leur comment dire, public, leurs lycéens ou collégiens. Et aussi, il faut trouver comment dire, l'équilibre entre notre politique d'acquisition, que ce soit attractif pour nous et aussi attractif pour les autres bibliothèques et pour le dispositif Mongagers. Merci de votre écoute attentive. Clara posait la question de combien de temps les séries étaient prêtées. 3 mois pour les séries courtes et les séries comme Naruto, One Piece, on les laisse 6 mois dans les structures emprunteuses. Donc quand vous prêtez la série, vous prêtez à chaque fois la série entière. Il n'y a pas de Là, choix de tome. les 108 tomes de One Piece sont prêtés. De temps en temps, il en manque, mais ils rentrent au fur et à mesure. Mais en général, oui, oui, on prête la série complète. Voilà, et du coup, Pascal Franck de Ramonville, comment se gèrent les tomes empruntés au sein d'une série avant de les envoyer dans un autre établissement? Alors ça, c'était la problématique qu'aurait pu évoquer Nathalie, c'est que on leur a toujours dit à toutes les structures que bien en amont sur des médiathèques, il fallait faire la réservation pour que la médiathèque qui va prêter la série ait le temps de récupérer les mangas auprès de ses adhérents. Justine Bisson de la médiathèque de Dijon, ces fonds sont-ils empruntables par des usagers extérieurs aux établissements signataires? Les fonds de la MD32 sont prêtables à n'importe quel dépôt. Par contre, les fonds spécifiques qui sont dans des collèges ou dans des lycées ou dans des médiathèques de communes ne sont prêtés qu'aux partenaires de Mangagers. Si nous avons un point lecture qui souhaite avoir la collection, le château solitaire dans le miroir que j'ai sur mon bureau actuellement et qui vient du CDI de l'île Jourdain, elle ne pourra pas l'emprunter. Par contre, si elle s'inscrit dans Mangagers, on lui prêtera. Il suffit d'acheter une série Alors, pour acheter que vous ou, puissiez, acheter ou mettre en commun celles mettre à qui sont disposition. existantes, quoi. Mmh. On n'est même pas obligé, si on a 10 séries dans sa médiathèque et qu'on va en mettre que 2 dans Mangagers, c'est tout à fait possible. On n'oblige pas non plus une BM à mettre toutes ses séries, c'est libre choix. La question de Camille Astruc à Paisy-à-la-Rivière, quelle est la configuration du territoire du Gers? 35 médiathèques de communes, 22 collèges et une douzaine de lycées et la médiathèque départementale, bien sûr. Nous sommes à presque 80 des structures qui sont dans Mangagers. Et prochainement, on est sollicité, là, le centre de documentation de l'IFMS, l'Institut de formation aux métiers de santé, là, qui vient d'être inauguré à Auch, souhaite rentrer dans Mangagers.
Donc on va discuter probablement avec, les collègues des autres structures, savoir si on ouvre, à d'autres centres de documentation. Je suis assez confiant que la réponse soit assez favorable. C'est vrai qu'on a un retour très positif de l'ensemble du réseau, qui, finalement a accès à énormément de mangas, à beaucoup de séries et c'est vraiment un très beau projet. On va passer au réseau des médiathèques de l'ERS avec Pascal. Voilà, je me présente, je suis Pascal Sabatier, je suis responsable de la médiathèque de Montgiscard, qui est une petite médiathèque près de Toulouse, à 20 km au sud-est de Toulouse. Et elle a la particularité de faire partie d'un réseau, le réseau des médiathèques de l'ERS. Donc, je vais vous présenter ce réseau parce que déjà, je vais vous en donner à peu près l'origine. C'est parti d'une idée dans les années 2010 de mettre une grande bibliothèque parce qu'ils appelaient à l'époque des bassins de vie. C'était une idée des élus pour optimiser les coûts. Seulement, ils se sont heurtés très vite au refus d'un grand nombre de bibliothécaires qui disaient qu'elles allaient perdre, entre autres, les écoles, par exemple, qui ne prendraient pas un bus pour se déplacer dans la grande médiathèque du secteur et qui tenaient vraiment à leur proximité des petites médiathèques avec les usagers. Et c'est là qu'a émergé l'idée, dans une bibliothèque de ce réseau, de mutualiser en formant un réseau de petites structures. Vous avez une petite carte du réseau. C'est un réseau qui est hors compétence d'une interco, hein, parce que l'intercommunalité n'a pas la compétence de la culture et des médiathèques. Et donc, c'est la bibliothèque de cette petite commune que vous voyez complètement à gauche de votre écran, qui est Donneville, dont l'élu à la culture a eu l'idée de convoquer ses collègues des 4 communes voisines, à savoir Baziège, Aigues-Vives, Montgiscard donc, et Donneville, pour proposer une mise en réseau de nos petites structures afin que les usagers aient un choix de documents plus large et que ça permette de limiter les coûts en même temps, quoi. Donc, il y a eu plusieurs étapes avant le fonctionnement effectif du réseau. Il y a eu beaucoup de réunions avec les techniciennes de l'époque. Alors, je dis de l'époque parce que ça a beaucoup bougé depuis. Avant l'ouverture effective du réseau en 2014. Donc, c'est un réseau qui est quand même en perpétuelle évolution, comme je vous le disais, parce que très vite, il est passé de 4 bibliothèques à 5 parce qu'il a intégré l'Abbatiale de Beauvoir. Et au fil des ans, chaque structure a aussi évolué. On a construit une grande médiathèque à Aigues-Vives alors qu'il y avait une toute petite structure, idem à Baziège. Donc, moi, je suis restée avec ma petite médiathèque, mais qu'on a quand même pas mal, comment dire, aménagé toutes ces années-là. Et donc, il y a eu une grosse évolution du personnel aussi. Il y a eu un gros turnover ces dernières années, puisque les techniciennes, on en a eu, enfin, moi, je suis la plus ancienne maintenant. Il y a eu un départ à la retraite et puis des déménagements. Donc, on a 4 nouvelles techniciennes sur le réseau. La particularité de ce réseau, c'est que c'est un réseau de lecteurs. Nous avons un catalogue commun et un fichier d'usager commun dans notre logiciel. Et chaque bibliothèque est indépendante. Elle est indépendante parce qu'elle a son fonds propre. Elle choisit de faire des accueils de groupes, de collectivités en fonction des partenariats qu'elle a sur sa commune. Et elle est indépendante pour certaines animations, pas toutes, parce qu'on a aussi des animations en commun. Et donc, c'est les usagers qui se déplacent dans ce réseau. On ne déplace pas les documents, il n'y a pas de navette et il n'y a pas de coordination du réseau. Chacune d'entre nous est indépendante. Donc, les usagers se déplacent pour avoir plus de choix, donc. Et c'est là qu'on a eu l'idée de se concerter pour avoir des fonds spécifiques dans certaines bibliothèques. Donc, ça aussi, ça a évolué au fil des ans. Les dernières bibliothèques qui ont raccroché le réseau, c'est-à-dire l'Abbatiale de Beauvoir
parce que sa bibliothèque avait fermé pendant quelques années, donc elle est revenue en 2022, et Mont-Laure, qui est arrivé en 2023, n'ont pas de fonds spécifiques. On va y travailler la semaine prochaine, donc c'est un projet qui avance. Et on fait donc ces fonds spécifiques, vous pouvez, sur Montgiscard, ceux qui existent, sur Montgiscard, j'ai un fonds spécifique polar et littérature petite enfance jusqu'aux premières lectures. À Baziège, ils ont un fonds spécifique terroir et un fonds spécifique ado avec un gros rayon de manga et de romans fantasy science-fiction. Et à Aigues-Vives, ils ont un fonds spécifique de gros caractères et un très gros fonds de documentaires. Voilà. On va encore progresser et on va faire en sorte qu'il y ait d'autres fonds spécifiques dans les 2 bibliothèques qui ont raccordé le réseau récemment. Mais donc il y a aussi des acquisitions en concertation. Alors ça, c'est sur les rentrées littéraires, surtout de septembre, et on le fait plutôt en visio pour la rentrée de janvier. On se réunit en septembre en présentiel pour la rentrée littéraire parce qu'il y a énormément de sorties et que le but, c'est de couvrir au maximum la rentrée littéraire. Donc, on se partage les acquisitions en sachant évidemment qu'il y a des exemplaires qui vont être dans plusieurs bibliothèques sur certains titres parce qu'ils vont être très demandés. Donc mais il y en a d'autres qui ne seront qu'à un seul endroit. Et comme ça, sur la rentrée littéraire dernière, on est arrivé à couvrir à peu près 70 titres ou 80 titres de la rentrée littéraire sans qu'il y ait de doublons, ce qui est quand même pas mal. Et puis, les usagers se déplacent, mais ils ne veulent pas se déplacer pour rien. Alors, on a coordonné nos horaires d'ouverture aussi. Donc, il y a un accueil possible 6 jours sur 7 et toute l'année. On a un réseau de bénévoles qui nous aident aussi. Pour ce réseau, il a fallu mettre en place une convention et un règlement. Donc, le réseau, il fonctionne grâce à un comité de pilotage qui comprend des élus à la culture et des techniciens de chaque commune. Il a élaboré une convention qui a été validée par les différents les conseils municipaux et qui a établi certaines règles pour adhérer au réseau, c'est-à-dire une surface minimale des locaux, au moins un personnel salarié, un certain budget par habitant minimum. Il n'est pas très élevé, mais il faut au moins qu'il y ait 1 euro par habitant pour les acquisitions. Vous verrez après dans les chiffres qu'on arrive jusqu'à 3, donc on a quand même bien progressé. Cette convention, elle n'est pas figée du tout, elle peut être amendée, elle peut être réécrite en fonction des événements ou une nouvelle adhésion, un retrait ou des élections de nouvelles municipalités, parce que forcément, on est tributaire aussi de ça. Ensuite, il y a un règlement que les élus et les techniciens ont écrit ensemble et qui est le même pour toutes les structures du réseau. Il a aussi été validé en conseil municipal et il spécifie bien que chaque document doit être rapporté à l'endroit où il a été emprunté, puisque c'est la contrainte dans notre réseau. Il va englober aussi des spécificités de certaines structures, notamment les postes informatiques ouverts au public, parce qu'on n'en a pas toutes. Et dans ce cas-là, le règlement renvoie à une charte informatique qu'on a rédigée ensemble aussi. Et donc, c'est travailler ensemble aussi en réseau. Et le travail en commun a beaucoup progressé au fil des ans. C'était un peu compliqué au départ. C'est vrai que le fait d'avoir des bibliothèques indépendantes, ça peut avoir son avantage, mais ça a aussi l'inconvénient qu'on a du mal à se rencontrer, à se dégager du temps pour le présentiel. La visio, dans les années 2010, c'était pas encore très à la mode, on n'était pas équipés non plus. Donc aujourd'hui, ça va mieux. Et donc ce travail ensemble, il se décline en 4 grandes lignes. Donc les acquisitions concertées, le rapport annuel qu'on fait ensemble avec nos statistiques comparées, c'est toujours utile. Et depuis 2 ans, on a un thème
commun d'animation par année. Donc, on choisit un thème. L'année dernière, c'était Être parent en 2024. Cette année, le thème, c'est l'Oraguet Terre de rencontre. Et donc, chaque médiathèque propose une animation dans l'année qui se rapporte à ce thème-là. Et puis, on a des réunions de techniciennes régulières, on essaie, en présentiel ou en visio. Donc là, je vous ai mis quelques chiffres pour que vous puissiez comparer un petit peu nos médiathèques, nos fonds, nos budgets et nos équipes. Donc, sur les fonds, on voit que ça représente quand même près de 40 000 documents, le fait d'avoir mis les documents en réseau, ce qui est pas mal pour le choix des lecteurs. Il y en a évidemment beaucoup plus à Aigues-Vives parce que vous pouvez le voir, ils ont le plus gros budget et ils ont la plus grande médiathèque puisqu'elle a été inaugurée il y a 4-5 ans, quoi. Donc, ils ont fait beaucoup de progrès et la municipalité a choisi de mettre énormément de budget pour les acquisitions. C'est 3 € par habitant à Aigues-Vives pour les acquisitions. C'est aussi le cas à Donneville, qui pourtant est une petite commune, 1084 habitants, mais ils ont aussi 3 € par habitant. Ils ont aussi une médiathèque qui est neuve. Elle a été construite, inaugurée en même temps que le réseau en 2014, parce qu'il y avait une toute petite structure à Donneville, et donc ça s'est agrandi aussi. À Montgiscard, on est un peu plus limité parce que je suis limitée par l'espace, donc j'ai quand même un budget de 5 000 €. Ça fait 1,90 € par habitant. Mais c'est vrai que pour une commune de 2600 habitants, la médiathèque est en train de devenir un peu trop petite. Voilà. Donc, pour ce qui est du personnel, il y a des plein temps à Aigues-Vives et à Baziège, les deux plus grandes structures. Et après, on est sur des 80%, 70%, comme partout. Souvent, c'est des plein temps, mais avec un poste sur un autre service municipal. C'est le cas à Donneville et c'est le cas à Mont-Laur. Mais ça, c'est un problème qu'on rencontre dans beaucoup de bibliothèques rurales et peut-être que vous le connaissez aussi. Donc voilà, le bilan est globalement positif. Il y a des usagers qui sont très satisfaits. Ils bougent beaucoup sur le réseau maintenant. Il faut dire que la population a changé. Il y a eu beaucoup de nouveaux arrivants, plus jeunes. On est passé de communes rurales à communes maintenant périurbaines, puisque Toulouse se rapproche de nous de plus en plus. Et donc, la population change, les goûts, les envies aussi. Donc, nos médiathèques sont obligées de s'adapter continuellement. Mais on essaie quand même de respecter les différenciations des fonds, tout en tenant compte des demandes de nos lecteurs. Voilà, on travaille de plus en plus en commun sur nos animations. Et la difficulté, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est toujours de trouver du temps pour travailler en commun. Voilà, un réseau, on est beaucoup moins isolé et on est toujours plus fort à plusieurs. Donc, c'était une bonne idée que d'avoir fait ce réseau. Merci Alors Pascal. après, je crois qu'il y a une question de Noémie Valla pour le 3e projet. Quels critères pour qualifier un fonds de fonds spécifique? Est-ce que la bibliothèque achète tout ce qui sort dans le domaine en question? Y a-t-il un nombre de livres déterminé? Non, c'est un peu à la discrétion de chaque bibliothécaire, hein. C'est pas très défini. On fait aussi en fonction des sorties parce que on va pas acheter du polar pour acheter du polar. On essaie de couvrir les meilleurs titres, mais on a décidé ça au départ vraiment en fonction des goûts de chaque bibliothécaire. C'est pour ça que ça a évolué parce que les bibliothécaires ont changé entre-temps. Et c'est pour ça aussi qu'il va falloir remettre à jour nos fonds spécifiques et c'est ce qu'on va faire la semaine prochaine. Mais rien n'est vraiment écrit.
et notamment dans la convention, par exemple, il n'est pas spécifié tel fonds sur telle médiathèque. C'est quelque chose qu'on a fait de façon un peu volontaire et informelle. Alors, il y a une autre question de Guillaume Cassiad et Béatrice Labat pour l'agglo Foivary. Est-ce l'accueil possible 6 jours sur 7, c'est dans chaque médiathèque ou c'est à l'échelle du réseau? Alors, c'est à l'échelle du réseau, mais dans la mienne, c'est dans la seule bibliothèque parce que j'ai choisi d'ouvrir tous les jours en fin de journée. Et c'est un peu mon Giscard qui bouche les trous, je mets de gros guillemets, parce que à Montgiscard, on est ouvert tous les jours, soit à partir de 16h jusqu'à 18h30, soit 17h à 18h30 et aussi le samedi matin. Mais il y a des médiathèques du réseau qui sont ouvertes le matin. C'est le cas de Baziège et de Aigues-Vives qui sont ouvertes sur 2 matinées, plus le samedi. Et il y a des médiathèques qui sont ouvertes jusqu'à 19h. Donc, sur la semaine, il y a une bonne couverture horaire. Sur l'année, on arrive grâce aux bénévoles, il faut les en remercier. On les remerciera jamais assez, je trouve, qui nous permettent d'assurer la continuité du service pendant nos congés. À Montgiscard, il y a toujours des ouvertures de vacances spécifiques. Pour toutes les vacances, c'est petites et grandes, c'est le mercredi et le vendredi de 17h à 18h30. Ça couvre toute l'année. Et ça permet, quand des médiathèques du réseau sont fermées, d'avoir toujours une bibliothèque ouverte. De Mathieu Darbourg, n'y a-t-il pas de résistance des bibliothécaires quand on leur dit non, tu n'achètes pas ce titre parce qu'il va être attaché par une autre structure? Non, pas vraiment, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui nous dit non, tu n'achètes pas ce titre. C'est quelque chose qu'on décide ensemble, donc non, ça se passe bien. Non, franchement, il y a aucun problème. Ben, merci à tous les 3 d'avoir présenté, 3 projets différents, mais qui ont le mérite de montrer qu'on soit petite bibliothèque ou grosse structure, mais finalement, on peut faire beaucoup de choses. Il y a beaucoup de possibilités et j'espère que ça va donner des idées à d'autres personnes, à d'autres structures.